Emmanuel Macron était donc à Davos aujourd'hui et on en parle, nous, dans le débat de France 24. Retour pour cette deuxième partie. Le président français, donc, qui décide dès sa première année à l'Élysée d'aller courtiser d'une certaine manière les hommes d'affaires et les dirigeants du monde pour vanter le modèle français, pour appeler aussi à une réforme en profondeur, plus de coopération entre les pays. Écoutez-le. Ne soyons pas naïfs. La mondialisation connaît une crise majeure et ce défi énorme nécessite un effort collectif de la part d'organisations internationales, de la part d'États, d'entreprises, de la société civile, afin de trouver et de mettre en place des solutions. Voilà, et pour en débattre, toujours à mes côtés, Catherine Barba, fondatrice du Women in Innovation Forum de New York et du PEPS Lab, un observatoire sur l'innovation dans le commerce. Je rappelle que vous avez créé plusieurs entreprises de e-commerce dans le passé, ainsi que des entreprises de conseil, toujours dans le domaine de la vente en ligne. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, communicant et président de MCBG Conseil. Merci d'être avec nous. Et puis, Marc Toiti, vous êtes économiste, président fondateur du cabinet AC Défis aux commandes de l'économie et de la finance. Mais on va partir tout de suite à Davos où nous attend sur place Richard Attias. Bonjour. Bonjour ou bonsoir plutôt. Bonsoir, oui, vous avez le salut au passage de Catherine Barba qui est à mes côtés. Vous avez vous-même organisé un certain nombre d'éditions de ce forum de Davos, entre autres événements que vous avez d'ailleurs l'habitude de mettre sur pied. Vous y avez vu évoluer de nombreux dirigeants, chefs d'État, personnalités. Il y a quelque chose de particulier avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je pense que la marque France a été portée parfaitement par Emmanuel Macron. Je pense que son dynamisme, son énergie ont été salués par tous et qu'il a amené une certaine forme de pêche, si je puis dire, d'abord sur la scène, même si, je dois dire, puisque tout le monde est très enthousiaste, il faut de temps en temps amener des petits bémols, je trouve que son discours était un peu trop long par rapport à l'audience de Davos, qui est une audience souvent impatiente, et qui a tellement un agenda tellement rempli que malheureusement certains étaient presque obligés de quitter la salle avant la fin parce qu'il y a énormément d'autres sessions et des dîners qui se tiennent en parallèle. Mais voilà, il a été tout à fait remarquable dans sa façon de vendre l'attractivité de la France, comme cela a déjà été dit, et il fait partie, je vais dire, du top 5 de ce que nous avons probablement écouté et vu sur scène depuis une vingtaine d'années. Vous qui rencontrez justement pour votre activité des dirigeants politiques et d'entreprises de tous les pays, vous avez le sentiment que l'image de la France est en train de changer ? Incontestablement, c'est pas qu'elle est en train, elle a changé. Maintenant, il faut que la promesse qui est faite soit transformée en réalité. Je pense que le voyage et l'intervention du président Macron aujourd'hui s'inscrit dans une semaine entière de séduction et d'attractivité vis-à-vis des grandes entreprises. Lundi, et comme vous le savez mieux que moi, plus de 150 grands patrons, et je dois dire un aéropage bluffant, qui ont été mobilisés en très peu de temps, sont venus à ce rendez-vous français. Donc oui, il y a incontestablement une attractivité. Ce qu'il a aussi un tout petit peu manqué, c'est d'expliquer quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir en France. Il ne faudrait pas que l'on retienne, à mon humble avis, que la France c'est uniquement la nouvelle destination pour la technologie, le digital et la numérique. Et justement, oui, quels sont ces secteurs ? Mais je pense que... c'est au président de la République française et à son gouvernement de les expliquer, mais très modestement de l'extérieur, énormément ont envie de revenir investir dans des secteurs qui sont aussi les métiers de service, dans les métiers traditionnels, dans l'agriculture, pourquoi pas dans des métiers comme l'hôtellerie, la restauration et bien entendu dans les infrastructures, parce que la France, dans certains domaines, est en retard en matière d'infrastructure et qu'il faut, à mon sens, là aussi se développer. Et puis encore une fois, la mentalité française a changé. On la voit et on la constate quand on revient en France depuis les élections. Et donc ce momentum, comme on dit, existe. Il a été rappelé sur scène aujourd'hui, illustré par le président Macron. Il faut bâtir sur ce momentum. Tout domaine confondu, tout secteur confondu. Et le président a insisté sur un secteur qui est fondamental, le capital humain, les talents français. Et je crois que c'est ça qui fera attirer dans tous les secteurs, parce qu'ils sont présents dans tous les secteurs. Richard Attias, Emmanuel Macron aujourd'hui a vanté le modèle français. En contrepartie, il appelle aussi le monde à balayer devant sa porte d'une certaine manière. Il souhaite un nouveau contrat mondial et il le dit, l'ennemi du bien commun, c'est le passager clandestin. Est-ce que ça, c'est un discours qui peut être compris à Davos ?
Oui, c'est un discours qui est compris parce qu'il y a depuis plusieurs années une notion sociale, une volonté d'être un bon global citizen, un citoyen du monde. Et je crois que c'est un discours qui effectivement passe. D'ailleurs, il a été applaudi à 2 ou 3 reprises quand il a, dès le début d'ailleurs, dès la première minute, taclé un petit peu et indirectement le président américain sur la notion du climat. Mais il n'y a pas eu que le climat, il y a eu sur le terrorisme. Et il y a eu aussi, à un moment, il m'a beaucoup rappelé le président Clinton à ses débuts. Et il faut savoir que l'un des grands combats de la fondation Clinton, après que le président ait quitté le bureau ovale, ça a été précisément l'éducation pour les filles. Et donc cette notion-là qui revient aujourd'hui sur la table comme priorité était très importante. Moi j'ai presque vu ça sur un plan à 10 ans, 2 quinquennats. C'était un programme que le président s'est donné et qu'il a partagé avec l'ensemble de l'audience. J'ai eu le sentiment que nous avons écouté pendant plus d'1 heure un partenariat public-privé, mais qui n'est pas purement sur le business, un partenariat public-privé sur un plan holistique, tout domaine confondu, social, terrorisme. Et effectivement, les entrepreneurs, les entreprises doivent prendre leur part dans ce nouveau, on va dire, business model proposé pour la planète. Merci beaucoup Richard Attias, qui était donc avec nous en direct de Davos, du Forum économique mondial. Philippe Moreau-Chevrolet, ce discours d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il était long, ça faisait un peu discours-programme. D'abord, est-ce que Davos est la bonne audience? Et puis surtout, est-ce que ça va avoir des répercussions ici même en France? Est-ce que c'est écouté en France, ce type de discours? Non, les apparitions des présidents à Davos ne sont pas particulièrement suivies en France. D'abord, les chefs d'entreprise qui suivent Davos sont à Davos, donc ils ne vont pas regarder la télévision pour voir Emmanuel Macron dans ses œuvres. Après, pour les citoyens, pour la majorité des citoyens, c'est un petit peu comme les conventions entre les politiques et le MEDEF, c'est des rendez-vous obligés. Davos, c'est un rendez-vous obligé du calendrier des chefs d'État depuis plusieurs années déjà. Donc c'est quelque chose qui passe un petit peu à côté. Ça fait partie du rôle de VRP que s'est donné le président de la République depuis une bonne décennie maintenant, les présidents successifs, et que Macron pousse beaucoup plus loin que les autres, parce que lui a développé tout de suite, dès son arrivée à l'Élysée, une image globale, et il a cherché à séduire les communautés internationales d'une manière très proactive, ce qui le différencie radicalement de ses prédécesseurs. C'est pas vu ici en France comme une réunion de Happy Few d'une certaine manière, un peu déconnectée, j'allais dire, des réalités du peuple? Au début, oui, parce que Davos était perçu d'abord par une partie de la presse et donc par ricochet par les citoyens comme quelque chose de non seulement élitiste mais dangereux. On pensait qu'à Davos se réglait une partie entre 4 murs d'une façon fermée, une partie du sort du monde, et que ça allait forcément retomber sur le reste de la population. Aujourd'hui, ça s'est terriblement bananisé. Personne ne parle plus vraiment de Davos de cette façon. Parce qu'on a ouvert Davos aussi aux caméras. D'une certaine manière, ça a permis de démystifier et donc de normaliser les choses? Oui, la transparence, l'organisation aussi de Davos, le fait que ce soit ouvert, le fait que finalement, quelque part, de plus en plus de gens y aillent, en parlent, le démystifie, fait que c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui. Il n'y a plus de problème d'acceptation de Davos. Et au fond, le patronat est toujours plus fort quand il ouvre les portes et quand il montre qu'il est transparent. Ça, c'est une règle éternelle. Et pour Davos, c'est particulièrement important parce que c'est une réunion planétaire, que ça se passe en Suisse, dans un endroit très fermé, quasi secret au départ. Donc c'était important de le faire, oui. Catherine Barba, Emmanuel Macron qui demande aux investisseurs de venir. On va revenir aussi d'ailleurs sur la réunion qui a eu lieu plus tôt cette semaine, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Les patrons de Toyota, Coca-Cola, Google, Facebook, Goldman Sachs, Alibaba, Ikea. Ça a été rien que ça, c'est déjà un succès en soi d'arriver à faire venir tous ces gens-là en France. Est-ce que ça témoigne de l'attractivité de la France ou bien plutôt d'une équation personnelle, la curiosité que suscite Emmanuel Macron? En tout cas, c'est probablement le gage d'un accroissement des investissements dans l'écosystème tech français qui a déjà été multiplié depuis 5 ans par 3. Depuis 2012, les investissements qui ont été faits en France dans les startups ont été multipliés par 3. Et c'est effectivement le fait des business angels, dont je fais partie. Il n'y en a pas assez, mais ça contribue à faire grandir. Les corporates investissent aussi beaucoup. BPI est un gros moteur. BPI France, c'est un vrai gros moteur d'investissement. La banque publique d'investissement. Exactement. Et puis, il y a les investissements internationaux. Donc, s'ils viennent s'ajouter à tous ces investisseurs-là, probablement, ça va porter l'engouement, l'enthousiasme des jeunes Français pour la création d'entreprises. Pourquoi? Parce que souvent, ce que disent les jeunes créateurs d'entreprises, y compris ici en France, ils disent le principal problème auquel on est confronté, c'est celui des compétences. C'est le fait qu'on n'a pas forcément la ressource humaine pour arriver à se développer. C'est ce qui fait aussi que peut-être à un moment, Google, parce qu'il y avait plus de mathématiciens et de scientifiques, a pris le pas sur Yahoo, et les évolutions qu'on observe dans le monde des nouvelles technologies. Est-ce que ça reste un problème français ou pas? Je ne sais pas, Richard Attias le soulignait
souligner, il y a quand même beaucoup de talent en France. Moi, je suis étonnée de voir le niveau de nos ingénieurs français par rapport à ce qu'il peut y avoir aux États-Unis. Ils sont très demandés aux États-Unis, même dans les grandes entreprises. En arrivant aux États-Unis, je pensais que j'arrivais dans le Graal des entrepreneurs, que tout le monde avait d'initiatives. C'est pas vrai. Même dans les grandes entreprises américaines, c'est incroyablement processé. Même les top managers sont des exécutants et c'est pas des visionnaires. En France, on a ce côté un peu, on va essayer de se transformer. Donc, on a du talent, on a du talent en France. Et c'est ce que j'ai découvert en allant. On a la ressource, on a un environnement plus favorable aussi aujourd'hui avec la réforme, notamment du marché du travail. Tout ça, ça participe à créer un contexte plus favorable. Bien sûr. On a aussi les financements. On a aussi les financements. Est-ce que les banques sont des bons partenaires ? Je ne sais pas, pour l'innovation, certaines le sont. Il y a des gens, il y a des banques qui financent, je pense à Arkea, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est remarquable pour soutenir l'innovation et les jeunes pousses. Toutes n'ont pas cette fibre-là. BNP Paribas aussi soutient énormément l'innovation. On a beaucoup d'investisseurs, il manque juste les investissements longs. Non, les investisseurs sur le long terme, ce qu'on appelle, mais ça vous connaissez ça mieux que moi. Par exemple, j'ai découvert qu'aux États-Unis, Harvard avait un fonds de 35 milliards pour soutenir l'innovation, la R&D et les startups. En France, nos universités n'ont pas ça. Et puis les fonds de pension qu'on diabolise aussi beaucoup, eh ben, ils investissent 10% de leurs actifs dans le non-coté, dont un quart dans le capital risque. Et en France, c'est 1%, je crois. Donc, je pense, Marc Toiti. Encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des bonnes nouvelles, ça, on est content, etc. Ça fait plaisir, la France qui gagne, c'est comme quand on gagne la Coupe du Monde de football, on est content. Voyez, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ça change pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez dit, un des grands problèmes de la France, malheureusement, c'est justement les talents. On sait par exemple aujourd'hui qu'en France, chaque année, il y a à peu près 300 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est-à-dire que le chômage augmente, mais il y a du boulot, par contre, il n'y a personne en face. Monsieur Attias, tout à l'heure, l'a évoqué, il a raison. C'est vrai que c'est important, la high-tech, mais il ne faut pas oublier l'ensemble de l'économie française, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture. On a fait une grande erreur. On a fait une grande erreur dans les années, on a fait une grande erreur dans les années de 90-2000. On a dit, la France, bientôt, il n'y aura plus d'industrie. Et c'était une grave erreur. Oui. L'Allemagne, par exemple, qui justement a gardé une industrie. C'était les fameuses entreprises sans usine, chères au patron de l'époque, Serge Tchourouk d'Alcatel. Exactement. Oui. Et on a vu ce que ça a coûté. Aujourd'hui, malheureusement, une des grandes raisons de ce chômage, il l'a parce qu'on n'a pas une industrie suffisamment moderne. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas grave de détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité. Ça crée des emplois. Il faut en créer des nouveaux dans les nouveaux secteurs d'activité, et surtout, ça suppose que la main-d'œuvre puisse bouger. C'est ce que j'allais vous demander, Marc Toiti. Toutes ces annonces, ces 3,5 milliards d'investissements annoncés à l'occasion de la visite de ces patrons à Versailles, est-ce qu'ils créent des emplois à l'époque, à l'ère de l'automatisation des tâches et de la robotisation ? Oui, ça peut en créer parce qu'on a notamment dans les services, on a besoin d'emplois. Dans certains également domaines de haute compétence, on a également besoin. Mais comme vous venez de l'évoquer, et là je suis d'accord avec vous, on a ce problème d'investissement de long terme. C'est-à-dire qu'il nous manque des acteurs financiers. Parce que là, effectivement, il annonce un plan de 10 milliards. Je ne sais pas d'où il va les trouver. Parce qu'on lui dit, on ne va pas augmenter la dépense publique, mais on va quand même trouver 10 milliards. Bon, on verra bien. Admettons, on peut le croire. Mais on a besoin de financement de long terme, au travers de ce qu'on appelle les fonds de pension. Alors en France, c'est vrai que c'est mal perçu parce qu'on confond ce qu'on appelle les hedge funds, c'est-à-dire les fonds spéculatifs, et les fonds de pension, qui au contraire, eux, ont une vision de très long terme. Beaucoup plus, 30-40 ans, et donc on les a pas. Donc moyennant quoi, justement, c'est un petit peu le danger. C'est que pour financer ces investissements, on oblige un petit peu... Donc il faut faire de la traite par capitalisation en France, et ça, c'est ce que vous dites, pour créer une culture financière. Notamment, mais attention aussi à l'indépendance française. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'essayer de, entre guillemets, draguer les investisseurs étrangers. Venez chez nous, investissez chez nous. Alors, les Américains, ils sont sympas. Les Chinois ou les Qataris, attention, ce qu'ils veulent, c'est surtout la technologie. Donc, ils investissent chez nous. Dans un premier temps, ils ont les avantages fiscaux pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il n'y a plus d'avantages fiscaux. On s'en va avec la technologie. Donc, attention à notre indépendance. Également, il ne faudrait pas la perdre. Les investissements à court terme, c'est bien beau, mais il faut les garder sur le long terme. Et là, effectivement, on manque d'investisseurs, on manque de fonds de financement. Les banques, elles sont là, mais malheureusement, elles ont des ratios qu'on appelle de prudentiels très contraignants qui empêchent justement. Donc c'est là où il y a un petit paradoxe. Oui. On veut du financement, mais on a des règles très contraignantes. Ça, c'est pas également. Que la France, c'est l'Europe. Hein, c'est l'Europe, mais par exemple, les États-Unis l'ont pas fait. Ouais. Ou les Anglais l'ont pas fait non plus. Donc, vous voyez, on n'est pas assez pragmatique. Et voilà, il nous manque. Donc, encore une fois, c'est bien, mais il faut transformer l'essai. Il faut du concret maintenant. Philippe Moreau-Chevrolet, d'abord sur le discours d'Emmanuel Macron qui effectivement parle de moraliser les relations internationales dans ce nouveau contrat mondial. Et puis, on l'a vu, lorsqu'il s'agit de faire des affaires, y compris avec l'Arabie Saoudite, on continue quand même à le faire. Est-ce que vous voyez une ambivalence dans ce discours de la France ? Est-ce qu'il y a un vrai changement ou est-ce que c'est pure façade pour l'instant ?
La position de la France a toujours été de défendre la morale et les droits de l'homme sur la scène internationale, et ça c'est toujours... Il le fait beaucoup moins. Voilà, dans le cas de la Syrie, par exemple, on accepte on fait plus du départ de Bachar el-Assad un préalable, par exemple. Non, il explique que lui, il le fait en privé. Oui. Donc il le dit, je le fais, mais en privé. Ce que font à peu près tous les gouvernements depuis un certain temps, tout simplement parce que donner des leçons de morale à un président qui est avec vous, qui est un invité, ça n'est plus tellement possible ni tellement accepté. Les rapports de force se sont aussi beaucoup durcis, c'est-à-dire que c'est plus la diplomatie d'autrefois. Maintenant, quand on est en conflit, c'est un conflit qui peut très vite devenir dur, avec Poutine notamment. Enfin, c'est pas des choses faciles. Donc la diplomatie impose aujourd'hui beaucoup plus de prudence, ce qui fait qu'on aborde moins ces sujets-là aussi. Et puis lui, il est très VRP. C'est-à-dire que son bon objectif à lui, c'est de vendre la marque France. Il se vend, lui, comme une marque à l'international, Brigitte Macron aussi, et il veut vendre. Donc c'est vrai que les points négatifs... On peut être jugé parti, vouloir absolument vendre le modèle français, vendre les entreprises françaises, et en même temps pousser un nouveau contrat mondial qui, quand même, est très empreint de morale dans le discours d'Emmanuel Macron. Oui, mais la moralité, elle est nécessaire parce qu'il faut faire accepter à la France et à la population française et à ce que c'est finalement d'héritage, notamment moral, l'évolution vers la mondialisation. Et lui, il est là, son identité ou son ADN, c'est de dire je vais mondialiser la France, je vais la faire entrer dans l'économie française. D'où les tensions avec M. Touati qui lui va dire mais attention parce que jusqu'où on va dans la mondialisation, si on vend tous nos hôtels particuliers aux Qataris et nos clubs de foot avec et que par ailleurs les Chinois rachètent nos supermarchés, qu'est-ce qui va rester français? C'est cette tension-là. Lui, il est là aussi pour faire accepter à la France, c'est la mission qui s'est donnée, c'est peut-être sa seule idéologie avec l'idéologie européenne, c'est entrer dans la mondialisation. Et ça, c'est nouveau. Les investisseurs sont généralement pas des philanthropes. Il faut bien comprendre. Et ils parlent en anglais, par ailleurs, dans un anglais. Certes, mais il faut bien comprendre que si jamais ils voient que l'entreprise n'est plus compétitive, ils vont pas prendre des pincettes pour licencier ou pour fermer, etc. Donc ça également, c'est de ce point de vue-là extrêmement important. Et puis encore une fois, bon, il y a une réalité aujourd'hui. La France, les Allemands font 250 milliards d'euros par an d'excédent commercial. Nous, on est les derniers chiffres, 65 milliards d'euros de déficit commercial. Donc ça aussi c'est une réalité. Donc encore une fois, bien sûr, on est content, on veut vendre la France, mais il faut derrière du concret. Donc c'est pas simplement en le disant qu'on va réussir à garder nos entreprises, parce que c'est bien beau d'attirer les investisseurs étrangers, il faut garder nos entreprises aussi ici, qu'elles n'aient pas envie d'aller à l'étranger. Et donc pour ce faire, elles ont besoin de concret. Donc là, on a envie de lui donner, on va dire l'espoir entre guillemets. On a tous envie de cet espoir. Mais attention, les espoirs douchés ou déçus, parfois sont beaucoup plus mal que si finalement on avait fait ça, je dirais, en douceur. Par contre, juste un point important sur la réglementation. Là, je suis assez d'accord avec lui, avec M. Macron. Il a parlé notamment des crypto-monnaies, des bitcoins. Là, on a une bulle incroyable en train de se créer. Personne ne fait rien. Donc, c'est bien beau de le dire, mais comment est-ce possible qu'on n'a aucune législation au niveau mondial, au niveau européen? Alors, évidemment, pour embêter les petits chefs d'entreprise ou autres, là, on met de la réglementation, etc. Mais pour laisser, sur la problématique des bitcoins, moi, j'ai rencontré récemment les fondateurs de la bitcoin française. Ça existe, ça s'appelle Arc Ecosystem, c'est l'Arc. C'est la 50e monnaie mondiale dans les crypto-monnaies mondiales. Leur problème, c'est qu'ils veulent se financer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme les banques refusent, il n'y a pas de réglementation, donc concrètement, les banques ne veulent pas prêter à des gens qui font dans la crypto-monnaie, et que par ailleurs, eux ne peuvent pas encaisser d'argent. Ils font ce qu'on appelle des ICO, c'est-à-dire des levées de fonds en crypto-monnaie. Pour parler clairement, c'est comme si vous alliez à la bourse pour prendre de l'argent, sauf que là, vous allez sur les crypto-monnaies. En crypto-monnaie. Voilà, mais vous avez donc un trésor en crypto-monnaie. Vous prêtez en bitcoin. Voilà, si vous voulez transcrire cet argent-là, en euros, par exemple, et les déposer à la banque, c'est impossible parce qu'on va vous dire, attention, ces financements-là n'est pas tracé. Si ça se trouve, c'est de l'argent clandestin et donc vous allez rentrer dans un processus très compliqué. Et comme on n'a pas de cadre juridique, on va être en retard sur ces questions-là alors qu'on a les talents en France pour développer ces technologies. Justement, sur cet exemple très précis des bitcoins, Catherine Barba, c'est vrai qu'il s'est développé un discours, alors peut-être que les médias sont aussi responsables et très méfiants, alors peut-être à juste titre, quand on entend Emmanuel Macron parler d'une bulle spéculative sur les bitcoins, c'est vrai que ça interroge. Quelle attitude faut-il avoir? Est-ce qu'il faut vouloir absolument réglementer? On l'a fait sur d'autres activités, on l'a fait sur des activités, alors ça n'a rien à voir évidemment. Déjà pas mal, non, en France. Non, les bitcoins, non, malheureusement. Pas sur les bitcoins, mais sur beaucoup de choses en général. Moi, je me fie beaucoup à mon bon sens. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis simplement entrepreneur et c'est le bon sens qui m'anime. Il n'y a pas une montée des impayés en bitcoin, par exemple? Dans le commerce en ligne, les impayés en bitcoin, ça n'existe pas. Je vais vous donner juste un chiffre très simple. Aujourd'hui, 90% des bitcoins sont détenus par 5% des intervenants sur le marché.
Donc on est déjà dans les inégalités des crypto. On a tout compris. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché. Vous en avez ou pas? Non, surtout pas. Non, mais moi, je déconseille. Ça veut dire qu'il faut être honnête. Alors peut-être pas votre entreprise, je ne la connais pas, mais aujourd'hui, malheureusement, on va dire, la plupart des crypto-monnaies sont devenues une plateforme de blanchiment d'argent. Tout simplement. Ça, c'est la perception qu'on a, mais en l'occurrence, là, c'est une coopérative qui fonctionne de manière éthique et qui aimerait bien avoir une crypto-monnaie parce que ça sert ce qu'on appelle la blockchain. Alors, ça devient extrêmement complexe, mais en gros, c'est des systèmes d'échange sécurisés. C'est l'avenir d'Internet. Et si on ne règle pas la question de la crypto-monnaie d'une manière intelligente, on va condamner ce système-là qui est innovant. Donc il vaut mieux l'encadrer plutôt que de l'ignorer. Voilà. Il vaudrait mieux l'encadrer. Je suis d'accord sur l'aspect. Il faut trouver une solution intelligente. Moyen d'échange, oui, mais ce n'est pas une monnaie à part entière, parce qu'une monnaie, elle est basée sur une réalité économique. Les promoteurs de ça disent il n'y a pas de masse monétaire. Il n'y a pas de masse monétaire, il n'y a pas de contrepartie de masse monétaire. Donc c'est-à-dire, il faut dire. Et donc c'est là où effectivement. C'est complexe. Oui, c'est complexe, mais encore une fois, vous l'avez raison, c'est du bon sens. C'est-à-dire, on peut pas. Ça me rappelle les tulipes hollandaises, si vous voulez, au XVIIe siècle. Ça a fait 5900% de hausse en 3 ans. Et après, ça a baissé ça a été divisé par 100 en quelques jours. Donc c'est le rôle des pouvoirs publics. Et là, Emmanuel Macron a bien fait de le dire. Réglementons, mais est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a surtout la volonté de le faire? Ça, c'est moins sûr. Philippe Moreau-Chevrolet, cette manière, en tout cas, de créer des événements à Versailles en début de semaine, comme au One Planet Summit le mois dernier, comme un catalyseur pour annoncer des initiatives chiffrées, ici des contrats, là des engagements pour la planète, est-ce que c'est payant comme stratégie? Ça force les acteurs à bouger réellement ou bien c'est juste un écran de fumée? Non, c'est payant comme stratégie parce que ça permet de dire aux Français, je suis en train d'agir. C'est comme quand ils signent des ordonnances devant la télé. Mais ça fait agir vraiment? Ça fait bouger les choses parce que ça crée un état d'esprit. Ce que dit Richard Attias, c'est vrai. Ce qui compte au fond, c'est qu'en France se développe un état d'esprit un peu moins négatif sur l'initiative. On se dit, tiens, on peut peut-être réussir. Jusqu'à présent, les Français étaient convaincus dans les sondages qu'à titre individuel, ça allait aller mieux, mais qu'à titre collectif, ça allait toujours être pire. On est tous comme ça. Cette mentalité-là change un petit peu. Après, il faut voir si ça change uniquement dans l'élite. Ou ça, c'est sûr, ça change. Ou si ça change partout en France, et ça, c'est plus douloureux et à mon avis moins convaincant. Mais c'est le long terme. Marc Toiti, c'est essentiel ça, parce que c'est ce qu'on appelle la confiance finalement. Tout à fait. La confiance, c'est on va dire, c'est le fuel pour alimenter effectivement le moteur de l'économie. Mais si le moteur est cassé, vous pouvez mettre tout le fuel que vous voulez, ça sert à rien. Donc c'est ça le problème. Il faut de la confiance, mais il faut du concret. Il faut effectivement moderniser nos structures économiques. Ce qu'ont fait les Allemands il y a 15 ans. On a déjà 15 ans de retard, donc évidemment, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de le faire. Donc moi, ma crainte, et on a eu malheureusement la déception avec Hollande notamment, où il a essayé beaucoup de faire de méthode Coué, ça va mieux, etc., et ainsi de suite. Et puis il n'y a pas eu d'effet derrière, et la déception a été à l'aune des enjeux. C'est toujours vrai, en fait, quand on a des promesses, on attend derrière des preuves, et c'est vrai pour les hommes politiques, c'est vrai pour les entreprises ou les startups. On n'est pas exemplaire par volonté, on l'est par l'exécution. Complètement. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, ce que j'attendais justement, quand on me dit je vais baisser les impôts, je dis d'accord, mais s'il faut baisser les impôts, et déjà dans le budget 2018... Il faut d'abord baisser les dépenses, vous dites. Non, mais c'est même pas ça. Dans le budget 2018, c'est tout de suite, il vient d'être élu, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Il va penser à être réélu. Donc il va dire, bah non, je vais pas baisser la dépense publique maintenant que je vais penser à ma réélection. Donc s'il le fait pas maintenant, il le fera pas en 2020. Donc c'est ça le problème, c'est que moi je veux bien le croire, mais malheureusement on aurait. Quand vous voyez déjà sur l'allocation logement, l'allocation logement, le débat auquel ça a donné lieu en France, vous comprenez que ça va être compliqué. Quand on parle de la dépense publique, c'est pas surtout pas d'ailleurs la dépense sociale, c'est les dépenses de fonctionnement qui ont fortement augmenté. Voilà, c'est plus ça, c'est plus le fonctionnement de l'État. C'est pas moins d'État qu'il faut, c'est mieux d'État, c'est optimiser. Et là malheureusement. Toujours des ministres pour défendre leur administration. Oui, mais surtout ça. Mais là, malheureusement, encore une fois, le premier budget, pour l'instant, il n'est pas à l'aune de ses espoirs. C'est pourquoi je suis un petit peu sceptique. Mais espérons que globalement, il y a quand même un changement d'état d'esprit qui fait du bien. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, complètement. C'est ce que j'allais vous demander, Catherine Barba, pour conclure. Vous vivez alors entre Paris et New York, donc vous avez observé l'élection de Donald Trump et les conséquences que ça a pu avoir. J'imagine que vous voyagez pas mal aussi. Vous allez à Londres, notamment, où vous avez pu voir ce qu'est aujourd'hui le Royaume-Uni post-Brexit. Est-ce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, brille parce que c'est un président de toute évidence intelligent et talentueux qui a des idées, ou est-ce qu'il brille parce que, justement, ce sont les autres qui font peur? Moi, je suis pas très objective. Je suis assez fan, je dois dire. Donc, l'enthousiasme qui suscite fait du bien et je suis toujours preneuse, comme nous tous, de l'optimisme. Et maintenant, je suis d'accord, il va falloir attendre la suite et après des promesses, des preuves. Mais je trouve qu'on est sur la bonne voie. Tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça me fait penser à cette phrase de Jean Boissonnat qui dit à trop craindre le pire, on le fabrique. À vouloir le meilleur, on y contribue. Moi, on en est au stade, on veut le meilleur. Et les circonstances. Et après, moi, en tant qu'investisseur et entrepreneur, j'essaie de prendre ma part. Par contre, je vous donne un exemple très simple. On dit que le Brexit va
permettre à la City de Londres d'arriver à Paris. C'est une arnaque complète, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'à Paris, on a la taxe sur les transactions financières qui est en train d'être faite, et que globalement, même si Londres va souffrir, bien entendu, ce que vont regarder les entreprises, les banques, etc., c'est cette fameuse pression fiscale. Donc si on a une pression fiscale beaucoup moins élevée à l'arrivée, ils vont aller en Irlande, ils ne viendront pas forcément à Paris ou à Francfort. Donc encore une fois, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc c'est-à-dire il faut prendre des mesures et pas simplement parler. Mais dans la perception, en tout cas des investisseurs, le fait finalement, un Donald Trump ou un Brexit, ça sert considérablement les intérêts d'un président français. Oui, ça lui permet d'exister sur la scène internationale comme une espèce de pôle raisonnable qui peut légitimement parler peut-être un peu au nom de l'Europe, sachant que Merkel est très affaiblie. Donc pour lui, c'est une configuration, mais en politique domestique comme étrangère, très favorable. Il a les bonnes étoiles avec lui quand même, il faut le dire. Et il faut de la chance, en plus du talent. Il faut de la chance en politique, sinon on n'est rien. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, merci également à Marc Toiti et à Catherine Barba d'avoir accepté de débattre avec nous aujourd'hui. Restez avec nous, tout de suite un nouveau journal sur France 24.